Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Arrivé à Abidjan hier mardi dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, le président béninois Fabrice Talon a été reçu à dîner hier soir même par le président de la République Alassane Ouattara. C'était à la résidence du chef de l'État à la Riviera Golf, ici même à Cocody. Nous y reviendrons. Environ 45 hommes d'affaires ivoiriens indiens sont à Abidjan du 9 au 11 octobre dans le cadre d'une mission économique. Un forum économique entre les hommes d'affaires ivoiriens et indiens s'est tenu à cet effet. Il s'est agi de présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire en vue de les inciter à créer des sociétés, voire des entreprises en Côte d'Ivoire. L'Inde est le 5e plus grand partenaire commercial du pays. Ce forum est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'ambassade de l'Inde dans le pays. Le reportage est signé Justine Seydjike. Porte d'entrée d'un marché sous-régional de quelques 300 millions de consommateurs, un cadre juridique et un environnement favorable à l'investissement privé tant national qu'international. Ainsi se présente la Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires indiens au cours du Forum économique ivoiro-indien. C'est donc à la fois des opportunités pour nos opérateurs, pour nos partenaires qui arrivent de l'extérieur et puis pour ceux qui ont envie de faire des affaires sécurisées en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est plus qu'une garantie. Les hommes d'affaires qui viennent dans le but de nouer des relations d'affaires, de bien vouloir s'installer ici, lorsque les conditions leur sont pleinement expliquées et qui trouvent qu'ils ont intérêt à rester. Ce rapprochement entre les deux communautés d'affaires a pour but d'intensifier davantage les échanges commerciaux qui ont connu une hausse de plus de 40% entre 2014 et 2015, faisant de l'Inde le 5e plus grand partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. We have around 30 Indian companies. L'organisation de ce forum répond à la visite du président indien l'an dernier à Abidjan. Lors de sa présence, il a échangé avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et ils espèrent que jusqu'en 2020, cet échange qu'on a aujourd'hui pourra doubler pour dépasser les 1,5 milliard d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. La Côte d'Ivoire exporte vers l'Inde en général les produits agricoles, notamment la noix de cajou, les fruits tropicaux et le cacao transformé, et importe de ce pays des produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles. Le nickel est exploité à Fungbesso dans le département de Touba depuis juin 2017. Une toute première en Afrique. Dans la matinée d'hier, mardi 10 octobre, le port autonome d'Abidjan a accueilli les camions transportant le minerai pour l'exportation. Une production estimée à 70 000 tonnes de nickel. Une nouvelle activité qui vient relancer la compétitivité du port autonome d'Abidjan qui entreprend des travaux d'extension. Mamadou Kwasi. Ces camions stationnés au quai 15 du terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan sont chargés de nickel. Minerai produit pour la première fois en Afrique dans la sous-préfecture de Fungbesso, dans le département de Touba. Le contenu de ces camions estimé à 110 000 tonnes, dont 45 000 vont constituer le premier chargement de ce minerai vers des ports étrangers. Le nickel qui est extrait ici est un nickel brut. L'opérateur du terminal minéralier a mis en place une plateforme de stockage bord à quai d'une surface d'1 hectare, en collaboration avec le directeur général du port et l'autorité portuaire, afin de permettre de créer les conditions logistiques de sortie du produit par le port d'Abidjan. Les autorités portuaires et les responsables des entreprises d'extraction et de transport se sont rendus sur les lieux pour s'assurer des meilleures conditions de stockage et de transport. Nous sommes forts de créer les conditions d'accueillir ce chargement-là, ce nickel-là au port d'Abidjan. C'est un trafic nouveau qui n'existait pas. C'est 2 millions de tonnes qui sont, semble-t-il, attendus pour une durée de près de 20-25 ans. Ça met la pression davantage sur le port d'Abidjan, dans un contexte déjà de congestion liée déjà aux spéculations. Mais c'est notre devoir de faire en sorte que ça puisse passer ici avec le moins de désagréments possible. L'exportation du nickel au port autonome d'Abidjan est le fruit des travaux d'extension entrepris dans le domaine portuaire. Et le nickel est utilisé dans la fabrication du train, des voitures, des ascenseurs, des fours à micro-ondes ainsi que les congélateurs.
61%, c'est la proportion des entreprises et institutions gouvernementales qui sont vulnérables aux attaques informatiques, quand 45% des grandes entreprises en ont été victimes. C'est ce que révèle un rapport d'un cabinet spécialisé en sécurité informatique publié en 2016 en Afrique de l'Ouest. L'Afrique veut donc renforcer son dispositif de cybercriminalité dans un contexte de transformation digitale. Experts africains, européens et américains sont à Abidjan dans le cadre de Africa Cyber Security Conference pour proposer des solutions et identifier les opportunités pour un cyberespace plus sûr. Lassine Ouattara. Consulter son mail, à retirer ou envoyer de l'argent à un guichet automatique, réserver un billet ou tout simplement téléphoner à partir de son mobile. Des actes courants, mais pas sans danger, dans un monde de plus en plus connecté. On a eu un pays comme le Libéria qui a été coupé pendant quasiment toute une journée d'Internet. Comme le reste du monde, l'Afrique est vulnérable et donc on essaie de proposer des outils et de sensibiliser. La deuxième édition d'Africa Cyber Security Conference ne veut pas seulement faire l'état des lieux de cette menace. Saisir l'opportunité de la transformation digitale pour un meilleur développement de l'Afrique, surtout se rattraper dans les différents secteurs tels que l'éducation, la santé. Si les progrès sont perceptibles dans plusieurs pays africains, comme le Rwanda, les îles Maurice ou encore le Kenya, la Côte d'Ivoire, elle, affiche ses intentions. L'archivage numérique, la dématérialisation des procédures de l'administration, le développement d'applications métiers pour pouvoir numériser la conduite des activités de l'administration, c'est autant de projets que nous conduisons actuellement aux côtés du gouvernement. Africa Cyber Security Conference, qui se tient jusqu'au 12 octobre 2017, se donne pour objectif d'inciter les jeunes à s'approprier l'outil numérique, nouveau pôle de croissance dans les économies africaines. Le reportage de Lassine Ouattara commenté pour vous par Herman Guivet. La CAPEC, cellule d'analyse de politique économique du CIRES, a procédé le 3 octobre dernier, ici même à Abidjan, au lancement d'un projet de recherche sur le thème « Inclusion économique des jeunes et des femmes par l'entrepreneuriat inclusif », cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Kenya. Cette étude, financée par le Centre canadien de recherche pour le développement international, vise à identifier les mesures à prendre pour inciter les entreprises, notamment les grandes entreprises, à s'inscrire dans le modèle de l'entrepreneuriat tourné vers les économiquement faibles. Cheikh Koné. 380 millions de francs CFA. C'est le montant alloué par le Canada pour financer cette étude, dont l'objectif principal est de vulgariser le concept d'entrepreneuriat inclusif, perçu aujourd'hui comme un moyen efficace de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Ce rôle du secteur privé ne se limite plus à la responsabilité sociale ou à la philanthropie, mais ce secteur devient le principal vecteur de développement. C'est en vue de favoriser une meilleure compréhension des facteurs pouvant entraîner une plus grande contribution du secteur privé que le Centre canadien de recherche pour le développement international, CRDI, soutient la recherche sur les modèles d'entreprises inclusives qui souscrivent à des objectifs sociaux, environnementaux et économiques. La politique reconnaît l'importance essentielle d'une croissance au service de tous, y compris les femmes et les jeunes. Convaincu que la participation pleine et égale des femmes et des jeunes dans l'économie est nécessaire à une croissance inclusive, le Canada fait de la croissance inclusive un domaine d'intervention prioritaire, car elle est essentielle à la réduction de la pauvreté et des inéquités dans le monde. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, la croissance rapide et l'amélioration du niveau de vie dans les pays en développement crée une demande de biens et de services par des personnes à faible revenu évaluée à 2500 milliards de francs CFA par an. En Côte d'Ivoire, les résultats de cette étude permettront d'accélérer le développement de l'entrepreneuriat inclusif. À mesure que les entreprises approfondissent les investissements dans les communautés à faible revenu, elles améliorent l'accès à des produits et services de qualité abordables, améliorent la productivité et génèrent de nouvelles opportunités de revenus et de moyens de subsistance pour les personnes au bas de l'échelle sociale, notamment les jeunes et les femmes.
Si l'entrepreneuriat inclusif favorise une croissance inclusive et un développement durable, toutefois, de nombreuses contraintes font obstacle à la promotion de ce type d'entrepreneuriat, à savoir l'absence de cadre légal et réglementaire, l'incapacité des structures de financement conventionnelles à accompagner ce type d'entreprise et l'insuffisance d'infrastructures. Plus de 2 millions de Libériens étaient aux urnes appelés hier mardi 10 octobre pour élire leurs parlementaires, mais surtout choisir qui succédera à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. 20 candidats sont en lice dans un scrutin très ouvert qui pourrait constituer la première transition démocratique dans ce pays. Le vote a donc fortement mobilisé les électeurs et s'est déroulé dans le calme. Les premiers résultats pourraient être donnés dès ce mercredi soir. En cas de second tour, il se tiendra le 7 novembre. Les législatives, elles ne comptent qu'un seul tour. Gabriel Zani, notre envoyé spécial sur place, son reportage vous sera proposé dans nos prochains journaux. Nouveau rebondissement au Kenya. L'opposant Raila Odinga a annoncé hier mardi son retrait de l'élection présidentielle du 26 octobre organisée suite à l'invalidation en justice par la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août. Il craint un manque de transparence. Après ce retrait, y aura-t-il une élection quand même ou bien Uhuru Kenyatta peut-il être déclaré président comme le prétend le camp du parti au pouvoir? Les spécialistes de la Constitution et du droit se déchiraient sur cette question dès l'annonce fracassante de Raila Odinga hier mardi. Herman Guivet. Raila Odinga, l'opposant kenyan, ne participera pas à l'élection du 26 octobre. Annonce faite par l'opposant kenyan au cours d'une conférence de presse entouré des fidèles de son parti. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'UEBC n'a pas l'intention d'entreprendre des changements au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du 8 août 2017 ne se reproduisent pas. Tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. Raila Odinga avait conditionné sa participation à ce nouveau scrutin à une réforme en profondeur de la commission électorale. L'opposition réclamait également l'éviction de plusieurs responsables de cette commission électorale qu'elle accusait d'avoir couvert les irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du 8 août dernier. L'opposition exigeait également que tous les candidats au premier tour soient autorisés à participer au nouveau scrutin, une exigence non satisfaite, un rebondissement qui pourrait agacer le camp présidentiel. Cette annonce de retrait ouvre le champ à l'interprétation des textes de loi qui décideront ou non du maintien du scrutin du 26 octobre. En bref et en images, pour refermer ce journal, le président séparatiste catalan Carles Puigdemont a prononcé hier mardi 10 octobre un discours au Parlement régional évoquant une déclaration unilatérale d'indépendance sans l'annoncer vraiment, mais en précisant qu'elle était suspendue. Le gouvernement espagnol se réunit en urgence ce mercredi pour décider d'une réponse à la signature. Le Conseil des ministres, présidé par le conservateur Mariano Rajoy, est prévu à 9h heure espagnole, 7h temps universel ce mercredi. Il décidera quelles mesures prendre au lendemain d'une séance parlementaire confuse au Parlement catalan. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne journée sur la chaîne qui rassemble.